Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Johnny massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties, Disney, Netflix, Warner, etc. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Cal. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça, t'as vu, j'ai bien enchaîné, je l'ai bien faite là, l'intro. Ouais. Ah ouais, ça va être... Bah maintenant, depuis le temps, c'est vrai que tu la maîtrises bien, quoi, cette intro, quoi. Ouais, de ouf. Bon, moi je suis un peu... Je suis passé par toutes les émotions. On a eu la nuit 2 de... Ah. Depuis, C'est vrai. Ah, ça, c'était de l'entertainment, ça. De fou. Et puis, il y a eu l'épisode d'X-Men d'aujourd'hui qui m'a aussi mis dans certaines émotions. Donc voilà. Ah là Sacrée là, semaine. Ah, ça, pour Ista, c'est tout ce qu'il aime, quoi. Tu catches et des X-Men, quoi. Ouais, on a beaucoup... Enfin, moi aussi, j'ai vécu des émotions. Et j'ai regardé pas mal de trucs. J'ai rattrapé tous mes retards séries, tous mes retards animés, tout ça, là, que je regarde. Donc là, je suis à jour, je suis prêt. Shogun, c'est bon? Shogun, ouais, je me suis fait 2 épisodes, là, donc ça va, je suis à jour. Et je suis prêt à accueillir Fallout, donc demain, à l'heure où on enregistre. Et voilà, et puis voilà. Et si on parlait de news, Ista? Et ouais, on va commencer, on va parler de Cannes, le festival de Cannes qui se passe où ça? À Cannes. Voilà. Bah oui. Est-ce que dans l'histoire, est-ce que le festival de Cannes c'est déjà déplacé? Ouais, ce serait pas déconnant, tu sais, le Paris-Dakar, je crois qu'il passe plus tellement par le Dakar. Enfin, je sais plus, mais... Enfin, voilà. Ouais, moi je sais pas quoi faire de ces infos, mais c'est vrai qu'un festival de Cannes pas à Cannes, ce serait assez bizarre. Sur la Croisette, tout ça, voilà, il y a une petite ambiance. J'y suis jamais allé. Mais ouais, on a eu pas mal d'infos là sur le festival qui approche, qui est dans un peu plus d'un mois pour le coup, ouais. Et on a appris que Monsieur George Lucas, le créateur de Star Wars, voilà, va avoir la Palme d'Or d'honneur. Donc à chaque année, il y a une Palme d'Or d'honneur pour récompenser un acteur. L'année dernière, c'était Harrison Ford, ouais. Un réalisateur ou quoi. Et ouais, donc il sera célébré à la cérémonie de clôture. Du coup, cérémonie de clôture qui sera sur France 2, donc gratuit, sur la TNT, quoi. Et ouais, bah lui, il était déjà venu à Cannes. Je crois qu'il avait présenté Star Wars 2 et 3 en hors compétition, à l'époque. Donc, tu sais, parmi ces films grand public pour attirer un peu du monde à Cannes. Et ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est mérité? C'est direct, j'engage un truc comme ça. Oui, quand même, parce que bon, Star Wars, c'est un truc énorme. Hein, c'est... Ah bon? Bah, oui. Ouais. Bah oui, quand même, ça a marqué l'univers du cinéma dans la pop culture et tout. Donc oui, complètement. Oui, quand même, le cinéma de divertissement, voilà, a été marqué par Star Wars, voilà. Il y a eu un avant-après et un après, on peut dire. Et ouais, une palme d'or pour George, même si avec ses milliards, il en a pas forcément besoin. Il doit sur l'or, mais ouais, bon, c'est pas déconnant. Pour le coup, il a quand même marqué la pop culture, mais aussi le cinéma. Donc voilà, George, même si je pense que ça va râler. Je pense qu'il y a des cinémas qui vont râler, mais voilà, il a fait rêver des millions de gens, donc voilà. Et on a d'autres infos. Bah, c'est sur son pote, un de ses vieux potes de toujours. Tu sais, il y a le Quatuor, tu sais, il y a cette photo légendaire. Oui. Où je crois qu'il y a... C'est ça, Scorsese, Spielberg, Lucas. Il y a De Palma, je crois, sur la photo. Et qui y a d'autres? Je sais plus si... Après, il y a plusieurs photos, mais je crois qu'il y a Ron Howard à un moment, et ouais, je sais plus. Bon, peut-être Zemeckis. Bref, en tout cas, il y a tous ces gens-là sont amis, et à son grand ami Coppola, du coup, Francis Ford Coppola, va présenter son soi-disant dernier film, du coup, Megalopolis, qui va avoir une première à Cannes en compétition. Donc voilà, il participe à la compétition, donc on s'attendait possiblement à hors compète ou un truc comme ça, mais non, donc, possiblement il recevra des prix à la sortie. Et ouais, il y a pas mal de festivals qui se sont battus pour avoir le film, donc Venise et Toronto notamment. Et ouais, bah c'est Cannes qui a remporté la gloire parce que bah je pense que c'est vraiment le plus gros festival auquel il pouvait être. Et ouais, je pense pour la fin de carrière de Coppola, c'est quand même assez bien pour lui, quoi, qu'il finisse là-bas. Ah, c'est même pas sa faute grave, parce que je crois qu'il a dit qu'il voulait faire un autre film derrière. Hein. Bah c'est ça que j'ai entendu, mais du coup c'était annoncé comme son dernier film et tout, mais ouais. Bon, un de ses derniers projets en tout cas à Cannes, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est cool qu'il y aille. Il a fait un post Instagram pour dire qu'il était content de revenir et tout. Donc
C'est cool. Ouais. Bah ça parce que ça fait depuis Twixt. Du coup en 2012 il avait pas fait de film. Il a vraiment galéré à faire ce film là. Et nous il sort en fin d'année et on a des petites infos sur Megalopolis aussi, c'est qu'apparemment il y a pas mal de studios qui refuseraient de marketer le film en fait. Parce que en fait, par des studios exécutifs, parce qu'en fait le film il est un peu trop expérimental apparemment pour eux et pas assez commercial. Donc ouais, ça doit être une proposition assez décalée pour pas rentrer dans le gros moule J'ai vu des des noms, je blockbusters. crois qu'il y a Disney, Warner et un autre. Mais ouais, en gros les gros studios, ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi une histoire ils veulent montrer en IMAX et tout. Donc... Oui, ils veulent le marketer comme un blockbuster quoi, alors que c'est ça. Le film apparemment, ça me hype un peu parce que ça veut dire que il a peut-être fait son truc, quoi. Il a peut-être fait vraiment son projet et que ça ressemble pas à un blockbuster comme les autres. Bon, de toute façon, on aura les premiers retours à Cannes dans un mois, mais ouais, ça me hype un peu pour son dernier film. Ça va peut-être justement faire bouger les choses s'il a des bons retours à Cannes. Peut-être qu'après les gros studios vont dire peut-être. Oui, de toute façon, s'il a des prix ou quoi, ça va lui donner un coup de projecteur immense quoi, sur le film. Donc c'est cool. Et on a un dernière annonce de film, c'est le film Horizon, An American Saga, qui va être présenté en hors compète, du coup à Cannes, et c'est le film de Kevin Costner, donc acteur légendaire et réalisateur légendaire, parce que pour son premier film, Danse avec les loups, il avait remporté quasiment tous les Oscars quand il avait fait le film. Et je crois que ouais, ça fait 20 ans qu'il a pas fait de film. Je crois que son dernier film c'était en genre 2003-2004. Et là il revient à Cannes parce que c'est un film en 2 parties, il me semble, ou en 3 parties, je sais plus. Non, je crois que c'est. Là, je sais même plus. Je sais plus, mais en tout cas c'est en plusieurs parties. Et on sait pas s'il y aura plusieurs parties ou si c'est juste la première partie du coup du film. Et c'est un film qui retrace l'histoire de l'Amérique. Je crois que ça se passe pendant la guerre de sécession. Voilà, c'est un trip un peu western. Voilà, dans la vibe de ce qu'il a fait avec Yellowstone, parce qu'il a joué dans Yellowstone, il est très impliqué dans Yellowstone. Tu sais, la série. Ouais, je vois. Ouais. Un peu dans cette vibe-là. Voilà, c'est ça un peu. En 1800 et quelques, là. Ouais. C'est ça, donc je pense que c'est ça qui l'a inspiré pour revenir avec ce film-là. Et ouais, pourquoi pas Kevin Costner qui revient après 20 ans. Après, j'ai vu aucun de ses films, ces 3 films. Donc, ah si, j'avais vu Postman. C'était pas fou, Postman. Mais à l'époque. Mais ouais, je vais peut-être vous revoir Danse avec les loups, ça peut être pas mal. Mais bon, moi je me souviens que mes parents avaient beaucoup aimé à l'époque quand j'étais jeune, mais moi je m'en souviens plus trop, il faudrait que je le revoie. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a la partie 2 sort genre 3 mois après la partie 1, c'est pour ça on sait pas s'il va montrer que la partie 1 ou les 2 parties. C'est ça, donc on verra bien comment ça se passe. Et ouais, j'ai bien envie de voir Danse avec les loups, mais ça dure 4 heures quoi, le film, donc va falloir s'accrocher. Oui, donc on va parler des Césars, donc la cérémonie de récompense des prix pour le cinéma français. Eh bien, on a appris qu'avec Canal+, ils ont renouvelé le contrat pour la retransmission de l'émission, de la cérémonie, pour 5 ans de plus. Donc, en fait, ça va continuer jusqu'en 2030 d'être diffusé sur Canal+. Il me semble que c'était en clair, je sais plus. Oui, c'était en clair. Oui, je crois que c'est en clair, les Césars. Les Oscars, non. Il me semble pas les Oscars, mais en tout cas, les Césars, ouais, je crois que c'est en clair. Et ouais, bah, c'est cohérent, hein, de toute façon, vu la place qu'a Canal+ dans le financement du cinéma, tout ça, je pense qu'ils aiment bien avoir les petites cérémonies aussi sur leur chaîne, donc ça m'étonne pas, voilà quoi. Ouais, mais ça m'étonne pas qu'un jour, tu sais, comme ils commencent à faire des cérémonies sur les services de streaming, que ça finisse par arriver sur un service de streaming ou quoi. Ouais, bah les Oscars par exemple, les Césars, je sais pas, mais les cérémonies américaines, c'est possible pour le coup. Hein. Bon, on va s'envoler vers Lionsgate. Lionsgate, on a pas mal de news parce qu'il y a eu la CinemaCon, si je ne m'abuse, Ista. C'est ça. Et il me semble que c'est là-bas qu'il y a eu pas mal de news en ce moment. Et on a appris que Lionsgate et Blumhouse, du coup, la société de production qui a fait plein de films d'horreur, vont être en partenariat pour faire un nouveau film, Blair Witch. Et qu'ils ont, d'ailleurs, les 2 compagnies, ont signé un deal de plusieurs films, du coup, pour cette franchise-là. Enfin, en tout cas, pour réimaginer des films d'horreur, en fait, des classiques de la librairie Lionsgate. Librairie Lionsgate qui compte Blair Witch, mais aussi The Descent, il me semble, et genre les Détours mortels, ce genre de choses. Donc bon, on va peut-être se retaper d'autres suites, ou voilà, remake, etc. Ouais. Voilà, revival. D'expérience, un nouveau film Blair Witch, on va pas se mentir, il y a eu deux autres films Blair Witch à part le premier. Il y a eu celui d'Adam Wingard qui est horrible, et il y a eu Blair Witch 2, il me semble, qui est sorti, je sais pas s'il est sorti direct en VOD à l'époque, mais en tout cas qui a une réputation aussi horrible. Donc est-ce qu'ils vont réussir à faire un nouveau film Blair Witch pas trop nul? Est-ce qu'on va retrouver le fun footage?
dans cette saga, Ouais, je sais bonne pas. question. Bah après, ils pourraient faire le fan footage avec un téléphone. Pour faire moderne. Ah oui, bah de toute façon maintenant on peut faire du fan footage avec je sais pas combien de trucs. Oui, parce qu'à l'époque c'était la caméra et tout, mais maintenant tu peux peut-être réinventer le truc avec un smartphone et tout. Après bon, la magie du premier se refera jamais, enfin le coup de com' Bah qu'ils oui. avaient fait, tout ça, d'avoir réussi à faire croire vraiment aux gens ce truc-là, c'était quand même assez fou. Mais après faire un film Blair Witch, mais en plus en fan footage et tout, ça doit pas coûter très cher. Donc je pense que voilà, c'est ça qu'ils voient pour se faire un maximum de fric. On rappelle que Blair Witch, le premier film, c'était un des films les plus rentables à l'époque où il est sorti. Donc ouais, ça m'étonne pas qu'ils veulent faire ça, et ça m'étonnerait pas de voir d'autres films genre de Descent ou quoi, avoir des nouveaux projets. Oui, parce que comment ça qu'ils se disent, ouais, qu'ils se disent, hein, ouais, ils vont faire d'autres projets d'horreur en collaboration avec Blumhouse, mais bon, les derniers projets Blumhouse sont pas ouf. Ce qu'il y a eu cette année, c'est vraiment pas bien. Bon, Il y en tu a eu peux deux, dire il y a tous eu- les projets Blumhouse quasiment. Tu peux dire dans toute leur Mais carrière. bah, en tout cas, là, il y a eu Night Swim et Imaginary, et cette année, pour l'instant, et c'est très mauvais, quoi. Bon, je pense pas que ça va être très très bien, mais bon, on verra. Je ne demande qu'à être surpris. Et on continue chez Lionsgate. Alors, ce n'est pas le film de John Cena. C'est pas You Can See Me, mais c'est No You See Me. Donc, ça s'appelait comment? Insaisissable en français, il me semble. C'est ça, insaisissable, ouais. Insaisissable. Donc, il y a eu deux films. Le premier, c'était Louis Le Terrier. C'est ça. Et le deuxième, c'était John M. Chu, celui qui avait fait G.I. Joe 2. D'accord, ok. Celui qui est complètement con, là. Avec The Cobra, oui. Avec The Rock et tout. Alors, No You See Me 3, il va ramener le casting original. Et il va ramener aussi des nouveaux acteurs. Et c'est Ruben Fleischer qui va le réaliser. Oh là là. Je n'aime pas du tout ce réalisateur, je ne vais pas le cacher. C'est le réalisateur de Venom, de Zombieland. Oui, il s'est fait connaître avec Bienvenue en Zombieland surtout, mais ouais, après il a fait Venom. C'était quoi, Gangster Squad, que j'avais pas aimé. Enfin, j'ai jamais aimé trop ces films, donc bon. Est-ce que Daniel Radcliffe va revenir? Je sais pas, je n'ai pas vu le 2. Bah, je crois que tout le cast va revenir, voilà, parce que je crois que c'est une série une saga, maintenant, une saga du coup, qui repose beaucoup sur son casting, là, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg et tout. Donc, c'est un peu une des parts des attraits des films. Maintenant, ouais, Ruben Fleischer, c'est horrible, quoi, les Venom, et en fait, il a une bonne idée, c'était Zombieland à l'époque qui était un peu voilà dans l'air de son temps et tout, ça marchait bien, mais après c'est la catastrophe sur elle. Ah bah complètement. Là, il a aucune patte, c'est vraiment un exécutant de chez exécutant, et c'est même pas un bon exécutant. Ouais. Voilà, son dernier film c'était Uncharted, je crois, et Ah oui, ouais. c'était ça. Ouais. ça m'avait pas plu non plus. Mais après de toute façon les insaisissables, c'est pas des films que j'aime, donc bon, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, si je sais exactement ce que ça va donner un truc formaté horrible comme les deux autres, quoi. Et donc bon, ça m'intéresse pas tellement. Mais après ils ont rapporté énormément de fric, hein, les deux, donc. Bah vu le casting et tout, ouais, ça m'étonne pas. Hein. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le Ocean's Eleven de la magie? Non, parce que Ocean's Eleven c'est bien. Voilà, on sait. Mais oui, ça y ressemble un peu. Il y a ce côté casse un peu, mais avec de la magie, quoi. Sauf que on n'arrive jamais à comprendre s'ils font de la vraie magie ou pas dans ces films. Donc c'est assez complexe. Oui, c'est vrai que ça, on n'a Complètement jamais con. trop compris le. Ouais. Ok, bon, bah écoute, on n'a pas de date pour l'instant, mais ça va se faire, quoi. Voilà, le projet il a été annoncé. Alors on va parler de Margot Robbie, parce qu'on a eu quelques infos sur les productions de Margot Robbie et sa société Lucky Sharp. Donc on avait parlé d'un film Monopoly dans un ancien épisode, et bien on a appris que c'est elle, avec sa société, qui va le produire. Ouais, en fait, toutes les adaptations de jeux de société, enfin de trucs qui sont pas des adaptations de bouquins ou quoi, elle va le faire, quoi. Après Barbie qui était un jouet, maintenant elle adapte des jeux de société. Enfin, là, elle est Et partie, les hein. Sims. Et les Sims on en a aussi, parlé. ouais. Non mais là, elle est partie. Tous les trucs que tu te dis, bon, c'est pas adaptable ou quoi, t'as rien à adapter, elle va les faire en fait. C'est la Ouais, vérité. c'est ça. Et elle va adapter aussi une adaptation de comics, donc Evangeline, donc un comics de Rob Liefeld, le créateur de Deadpool. Et ce sera Olivia Wilde qui devrait le réaliser. Ouais, bah je me suis renseigné vite fait sur Evangeline. En fait, c'est une ange en fait qui se bat contre des forces démoniaques, des démons et des monstres et tout. Ah oui, j'avais Voilà. vu ça aussi, ouais. Je crois qu'elle a une énorme épée, voilà, et elle se bat. Dans l'épée, une petite tenue, ouais.
Oui, bon, ça c'était les années. Je pense, je sais pas quand il est sorti. Je crois que c'est dans les années 90, donc on était encore dans Oui. une mouvance un peu voilà. Bon après, Olivia Wilde qui va le réaliser, elle avait déjà réalisé Don't Worry Darling il y a 2 ans, 2 ans maintenant avec Florence Ah, Pugh. c'est 2 ans, c'est vrai. Ouais, Ouais, ça passe, qui était pas horrible. Voilà, il était pas incroyable non plus. C'était plus il était joli parce qu'il y avait un bon chef-op, mais c'était pas incroyable. Après, il y a eu Oli- un drama sur ce film et tout. Oui, mais c'était des dramas vraiment nuls. Hein. Enfin, ça avait rien à voir avec la qualité du film. Enfin, c'était des gossips, quoi. Tu vois, Ouais. ça va vraiment hein, autour du film. Ouais, les acteurs ils s'aimaient pas ou je sais pas quoi. Et fricotaient avec Harry Styles, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est pas. C'est ça. Pour moi, c'est vraiment des trucs de gossip, quoi. Et ouais. Bah après Olivia Wilde, elle a un peu une vision un peu féministe, je pense, parce que ouais, J'espère. dans Touré Darling, il y avait un peu ce truc-là. Et là, je pense qu'avec Evangeline, elle va faire un truc aussi un peu comme ça. Donc ça peut être pas mal. Ça peut, je le connais pas, hein, Rob Liefeld, tu vois, mais bon, les images que j'ai vues d'Evangeline, c'était un peu des trucs clichés. Ça a pas un gros beauf. Voilà, ça faisait un peu beauf. Je voulais pas le dire parce que j'ai Oui, pas oui. lu, mais ça ressemble à un truc un peu beauf. Si, bah, Poul, c'est beauf quand même, quoi. Tu vois. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y avait déjà eu une volonté d'adapter Evangeline au cinéma avec comment elle s'appelle, c'est qui est dans Mandalorian, Gina Carano, Ah, qui d'accord. voulait Ok. qui voulait l'adapter au grand écran. Mais je crois que ça a été scrapped depuis. Et voilà, on se retrouve avec cette idée. Et en vrai, pourquoi pas hein, qui Pourquoi sait. pas. Bon. Mais en tout cas, c'est tout des trucs un peu, ouais, un peu ludiques. Enfin, les adaptations là, de Margot Robbie, c'est que des adaptations et tu sais, des trucs un peu de geek, de nerd. Enfin, je sais pas comment dire, mais il y a un truc un peu comme Je ça. vois ce que tu veux dire, genre des trucs pas forcément que tu verrais adaptés directement, mais elle a peut-être un peu le flair aussi pour ces trucs-là, tu vois. Tu sais, Ouais. je pense par exemple la News Monopoly, elle se dit, ah les gens ils vont se dire, ah putain mais quoi, il y a un film Monopoly, c'est n'importe quoi, donc ils vont s'y intéresser. C'est comme le film Minecraft, bah Barbie aussi, tu vois, donc je pense qu'elle a un peu le nez pour ces trucs-là. Ouais, bah Barbie, c'est elle qui a dit, qui avait dit venez on le fait, on va faire 1 milliard et tout, et ça s'est vraiment passé. Donc, Ouais, bah elle a eu le bonne idée, hein. ça a marché. Monopoly, bah c'est vrai que rien que le terme Monopoly est un terme, bah tout le monde connaît quoi, donc, comme Barbie. Donc oui, ça pourrait peut-être cartonner. Hein. On va parler de Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, et en fait on a appris qu'il a créé sa société de production qui s'appelle Isaku. Voilà, et qu'il a mis à la tête une ancienne exécutive d'Universal qui s'appelle Ji-Yoon Moonford comme présidente. Et le premier projet qu'ils vont faire, c'est le fameux film Naruto dont on avait parlé. Et voilà, le projet qui sera produit par Lionsgate. Donc voilà, ils commencent avec Naruto. Est-ce qu'ils vont faire d'autres adaptations de manga? Je sais pas, mais on va voir. Ouais, bah du coup on avait parlé du fait qu'il allait faire Naruto il y a un peu de temps, enfin il y a quelques semaines. Et ouais, bah là peut-être que ça lui donnera un certain contrôle créatif dessus. Donc ça peut être intéressant. Oui, bah oui. Après, si lui, il fait comme Margot Robbie, et puis il va produire ses trucs que lui, il adore, et puis peut-être que sur le coup, s'il a plus le contrôle, ouais, ça va peut-être donner des trucs pas trop dégueux. On va parler de Netflix, alors la série Avatar, The Last Airbender. Et ben on a appris que le showrunner, il s'est barré. Donc c'est Albert Kim, donc il ne sera pas le showrunner sur les saisons 2 et 3. Alors il est parti, il a notamment signé un deal avec Disney pour travailler sur la série Percy Jackson en tant que producteur exécutif. Et les gens qui vont le remplacer pour la saison 2 et 3, c'est Christine Boylan et Jabbar Reizani, qui étaient producteurs exécutifs déjà sur la première saison et qui vont développer la saison 2 et 3. Ouais, c'est bizarre ce départ. Mais j'adore parce qu'il parle d'une série qui est assez populaire sur Netflix pour aller sur une autre série peut-être encore plus populaire sur Disney+. Donc ça va, lui il a pas trop à plaindre. Mais est-ce que c'est pour différents créatifs ou pas? Bah c'est ça le truc, je sais pas, parce que tu sais, ça avait fait un peu polémique quand même la première saison sur son choix. Sur Twitter, ça avait pas mal râlé, donc je sais pas si c'est dû à ça. C'est vrai que c'est peut-être dû à ça. Après aussi, c'est peut-être dû parce qu'il y a Disney qui lui a dit on te file un chèque, voilà, et il a dit ah bon bah je suis peut-être mieux payé là-bas. Donc, peut-être aussi. Donc, ouais, à voir. Après bon, j'ai pas vu Avatar. Par contre, j'ai vu Percy Jackson et ouais, je sais pas si ça va, parce que moi j'ai pas détesté la série. Donc ouais, j'espère qu'il va pas changer le truc pour faire devenir comme à la série Avatar, même si je l'ai pas vu, mais apparemment c'est pas fou, donc voilà, je sais pas ce que ça peut donner. Après de toute façon, s'ils font la saison 2 et 3, ils auront fini tout
toute l'adaptation. Donc bon, moi, ce sera fait, puis c'est tout, quoi. Ouais, bon, c'est juste étonnant que le showrunner se barre, alors que c'est quand même un gros carton, quoi. Ça a bien fonctionné. Ça a même mieux fonctionné que One Piece. Hein. Donc, c'est plutôt fou. En tout cas, lui, il est tranquille, je pense, pour le niveau des chèques et tout. Ça, oui. Ensuite, on a une autre info, c'est que David Lynch, le grand David Lynch, donc réalisateur de Mulholland Drive, Lost Highway, Sailor et Lula, un de mes réalisateurs préférés, qui n'a pas réalisé de film depuis Inland Empire en 2006, il me semble. Donc ça fait longtemps. Et bah il espère trouver des comment on appelle ça, c'est des chercheurs de fonds, en tout cas des financiers, des financiers, on va dire, pour un projet d'animation. Un projet qui s'appelle Snoot World, donc qu'il avait pitché à Netflix comme il sait les pitcher, hein, ça doit être il décrit ça comme un conte de fées, mais bon, à la David Lynch, je pense, hein, donc je pense que ça doit être un truc un peu tordu, bizarre. Et j'avais trouvé un peu la description, c'était avec un personnage qui s'appelle Snoot, et c'était un peu un truc avec un personnage un peu marginal et tout. Ouais. Voilà. Mais je sais plus exactement c'était quoi l'histoire, mais il y avait quelques détails dans certains articles. Ouais. Ouais, bon, de toute façon, ça devrait ressembler à un truc de David Lynch. Mais, voilà. Mais il a commencé à y travailler il y a 20 ans, déjà, il y a 2 décennies, avec la collaboratrice Caroline Thompson, une collaboratrice de Tim Burton, qui a écrit sur des projets comme Édouard aux mains d'argent, La famille Adams, et comment ça s'appelle L'étrange Noël de Mr. Jack. L'étrange Noël de Mr. Jack, voilà, en français. Et ouais, moi ça me donne clairement envie, parce que là, c'est clairement une bonne écrivaine. Mais surtout, David Lynch qui revient pour faire potentiellement un film d'animation, alors qu'il a jamais fait de de long métrage d'animation. J'ai eu des petits moments d'animation, de stop motion dans certains de ses courts métrages, il me semble, ou des trucs comme ça, mais il a jamais eu directement fait un film clairement nommé d'animation. Et ouais, alors là, l'univers de David Lynch en film d'animation, je demande à voir, moi. Et ça me saoule que Netflix ait dit non, parce que Netflix n'a pas voulu financer ce film. Netflix n'était pas content, ouais, voilà. Je comprends pas, moi, qui disent non. Ils cherchent des gros noms, et puis David Lynch, non, après... Après, ils cherchent des gros noms qui font vendre. Le truc, c'est que David Lynch, c'est pas le truc le plus vendeur de base. Ouais. Et surtout, ça fait des années qu'il a pas fait de film, donc il est peut-être pas identifié non plus du grand public énormément, quoi. Après, il a fait la saison 3 de Twin Peaks. Mais même ça, c'était un peu spécial. Je sais même pas si ça a fonctionné sur les audiences et tout. Ouais. Mais après, ça, c'était une série. Oui, c'était une série, donc c'est encore différent. Là, on parle d'un long métrage. Et en plus, c'était une série qui revenait à une série légendaire, tu vois. Donc, il y avait un truc de... C'était peut-être plus facile de pitcher ça aux gens, alors que là, il y a des studios, tu leur dis un film d'animation, il y en a certains, ils y croient pas trop. Donc, bon, c'est assez dommage. Ouais, pourtant, il y a un gros retour d'animation, ce serait le moment, quoi. Ouais, surtout, moi, je veux le voir, David Lynch, hein. Succès ou pas, hein, je m'en fous. Ça fait longtemps, comme tu disais, ça fait 2006 qu'on n'a pas vu un film de Lynch. Si c'est même que de l'animation. Si c'est de l'animation, ça fait plaisir, quoi. Ouais, avec c'est assez dommage, et avec en plus Caroline Thompson, on a une autre info sur elle, une info encore plus improbable que celle-là, c'est qu'elle travaille sur un film en prise de vue réelle et animation qui s'appelle The Big War, avec Mathieu Kassovitz, qui revient en tant que réalisateur. Donc son dernier film, c'était L'Ordre et la Morale, qui était sorti en 2011, donc ça fait 13 ans maintenant. Et donc il reviendrait avec Caroline Thompson pour faire un film qui s'inspire de la BD La Bête est morte d'Edmond François Calvo, et ce serait une sorte de satire de la Seconde Guerre mondiale avec des animaux et tout, qui sera filmé en décor réel, mais avec des personnages ajoutés. Voilà, c'est un mix d'animation et de prise de vue réelle, comme Roger Rabbit. Ouais, c'est extrêmement bizarre que de me dire que Mathieu Kassovitz va faire un film américain entre animation et film de prise de vue réelle. C'est assez inattendu, surtout que Mathieu Kassovitz, il est en train d'essayer de se taper avec Saïd Taghmaoui sur Twitter, donc c'est assez... Oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire. C'est assez spécial, mais après, pourquoi pas, hein. Mathieu Kassovitz, moi j'ai pas vu tous ses films, j'en ai vu quelques-uns, et ouais, moi La Haine, j'aime plutôt bien, donc... Mais bon, c'est vrai que le projet, il est tellement... Ouais, oui, déjà, et surtout, le projet, il est tellement éloigné de Mathieu Kassovitz que ce que je pensais de lui, donc bon, à voir, quoi, mais ça m'intrigue. Ouais, c'est très intriguant, comme news, c'est très bizarre, on voit pas Mathieu Kassovitz faire ça, quoi. Mais ce qui est bizarre, c'est vraiment le côté mélange live action et animation. Tu te dis un truc dans la guerre mondiale, mais mélangé à la Seconde Guerre mondiale, c'est très... le mélange, il me paraît louche, plutôt que de faire un gros truc d'animation ou un truc en vie réelle. Je sais pas ce qu'ils ont en tête, mais c'est très spécial, quoi. Ouais, après, Caroline Thompson, je pense que c'est un peu ce qu'elle fait aussi, donc... Ouais, je sais pas. En tout cas, on est intrigué. Et la dernière info au niveau des plateformes, c'est sur Apple TV.
apparemment, il n'y aurait pas de version Director's Cut de 4 heures pour le film Napoléon de prévu. Ouais, parce que le film Napoléon est sorti en version un peu tronquée au cinéma et il devait sortir une version de 4 heures, donc la vraie version, soi-disant, du film, le vrai montage de Ridley Scott, qui devait durer 4 heures. Et apparemment, ce n'est pas le projet de sortie. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun projet de sortie pour le moment. Apple a pas d'intérêt, en tout cas, à sortir ce film-là, parce on va pas se mentir, le film Napoléon a reçu un accueil très mitigé en salle. Et donc ça a un peu il avait plutôt bien marché sur les entrées, il avait plutôt bien marché en France. Oui, ça va, mais c'est juste que ça avait refroidi, je pense que ça a refroidi Apple sur la réception critique qui était pas très bonne, et même du public, ça n'a pas été très bon. Et donc ils ont pas confiance en la rentabilité du projet, mais c'est fou de se dire que Ridley Scott, il est parti sur les plateformes, et il voulait faire son film, avoir sa Director's Cut, il l'a pas. Et au final, il l'a pas. Il l'a pas eu. C'est comme Snyder, c'est comme Snyder qui doit faire des versions simples avant de faire des versions longues et tout. Comme quoi les plateformes, c'est pas tellement la liberté que ça, quoi. Bah ouais, parce que là, Snyder, je pense qu'il aura sa version longue parce qu'ils ont fait toute une pub et tout. Oui, il aura quand même, ouais. Mais ça veut dire que les plateformes, du jour au lendemain, ils décident de, non, en fait, on veut pas la sortir. Et ton film que tu voulais, tu l'as jamais, quoi. Parce que là, ça retombait beaucoup dans les critiques de Napoléon quand c'est sorti. Même nous, on avait parlé, on disait, ouais, c'est un peu rushé, il faudra avoir la version longue et tout. On fait dire, on la verra jamais, quoi. Un peu dommage. Alors, la société Legendary Entertainment a racheté les droits d'un bouquin qui s'appelle Nuclear War : Scénario, qui demande donc à Denis Villeneuve, il l'a engagé, pour qu'il fasse une adaptation de ce film, après qu'il fasse Dune Messiah, donc Dune 3, donc sur le coup qui est officialisé par Legendary et Warner. Et il voudrait que ce soit son prochain gros film, en gros, à gros budget. Donc c'est un best-seller, un livre qui se vend très bien en ce moment, un succès assez récent, voilà, sur une guerre nucléaire dans un monde post-apocalyptique. Et voilà, ce serait un des prochains projets de Denis Villeneuve, en tout cas après Dune Messiah. Ouais, parce que du coup Legendary Entertainment, ils ont travaillé 2 fois, et là ce serait la 3e fois avec Dune Messiah sur un film de Denis Villeneuve, s'ils en ont peut-être fait d'autres, mais ça me saute pas aux yeux. Mais en tout cas, ouais, du coup ils lui font confiance, et apparemment la relation est plutôt bonne puisqu'ils veulent l'engager pour un autre film. Et ouais, après le sujet est intéressant, et c'est s'il y avait une guerre mondiale aujourd'hui et que du coup, ce serait une guerre nucléaire, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, ouais, ça peut être très intéressant, ça peut être très visuellement très Oppenheimer-esque. Donc, à voir ce que ça peut donner. Mais ouais, je suis un peu hypé. Mais il a 50 000 projets, Denis Villeneuve, là. Il a un projet là qui est bientôt. Il a Cléopâtre aussi. Rendez-vous, il fera main. Ouais, c'est ça. Et là, il a ça après. Donc, ouais, il croule sous les projets. Et ouais, Legendary Entertainment, ils ont pas mal de projets aussi qui arrivent et de succès là, parce que là il y a Godzilla X Kong qui font et qui a un gros succès. Il y a le film Minecraft qui sort l'année prochaine qui va, je pense, pas mal tout casser au box-office. Il peut cartonner, ouais, je pense aussi. Donc ouais, là ils ont peut-être le bon filon là en ce moment. Ouais, puis si c'est un best-seller, voilà, peut-être qu'il y a plein de gens qui l'ont lu et qui veulent voir une adaptation et tout. Donc, ouais, c'est peut-être. Ils ont peut-être trouvé un bon truc, et puis voilà, ça fait. En tout cas, il va pas lâcher la science-fiction de sitôt, l'ami Denis. Yes. Après, là, c'est un autre type de science-fiction quand même. C'est pas. C'est vrai. C'est bon. C'est qu'est-ce qui se passe si on déclenche des nuques? Ça serait un truc un peu plus réaliste, je pense. Sur Terre, quoi, déjà. Donc, déjà, c'est pas la même chose. En plus, sur une guerre, ouais. Oui, une guerre nucléaire. Ensuite, on va chez HBO, puisqu'on va parler de Game of Thrones. Et on a des déclarations de Kit Harington, du coup, qui a joué Jon Snow, et qui a déclaré que la série Jon Snow n'était plus en développement actif, du coup. Et donc, peut-être ça reviendrait un jour, mais en tout cas que c'est plus dans les plans. En vrai, on le sentait un peu, Ista. Oui, moi je comprends qu'ils le prennent. Ils ont foutu tout ça dans le tiroir. Ils ont dû en faire macler le tiroir. Parce que la dernière saison de Game of Thrones, elle n'a pas trop convaincu. Et je pense qu'il y a plus personne n'en a grand chose à faire d'une série sur Jon Snow. On est passé à autre chose en fait depuis le temps. Il n'y a plus la hype, quoi. Il n'y a plus la hype de l'époque de la série originale. Donc ils sont sur House of Dragon. Il y a un autre projet, il y a Nuke and Egg et tout. Donc, Oui, de toute façon, je crois que là, ils ont projet de aller en arrière plutôt que d'aller après Game of Thrones, de toute façon. Et oui, vu la fin, ça les décourage peut-être. Ouais. Mais House of the Dragon, je pense que ça les a confirmé qu'il y a des histoires avec des Targaryens, des choses comme ça à développer, qui étaient peut-être plus intéressants, et en tout cas intéressaient plus les gens. Et oui, pourquoi pas, en vrai.
il y avait aussi, tu te souviens, un projet avec Arya Stark qui devait aller explorer le monde à l'époque. Il y en avait plein. Enfin, de toute façon, toutes les séries qui ont été annoncées post-Game of Thrones, post-saison 7, saison 8, ils ont été annulées. Il y avait aussi la série qui devait revenir sur les origines du Roi de la Nuit, annulée aussi. Ouais, ça, il y a carrément eu un pilote qui a été tourné et tout. On a oui, ça allait loin, mais ça n'a pas donné grand-chose, quoi. Ouais. Mais tu sais, ça me fait penser à quoi, le Jon Snow, là? Ça me fait penser un peu à ce qu'ils font avec Walking Dead, là, avec... Ouais, on fait une série sur Rick et Michonne, qui étaient les personnages principaux de la série. Parce que Jon Snow est déjà un peu le personnage principal de Game of Thrones, quoi. Donc, oui, bah après, ça fait un peu... On continue la série un peu, tu sais... ouais, tu vois, ouais, parce qu'en vrai, c'est comme The Walking Dead, quoi. Oui, on s'arrête à la saison 11, et bah non. Tu vois, un peu ça, quoi. Ouais. Non, qui se concentre sur ce qu'ils font là. Et, on a des infos d'ailleurs sur Duncan Egg, Al. Ouais, le Duncan Egg, du coup, la prochaine adaptation série de l'univers de Game of Thrones, en fait, on a 2 acteurs, donc les 2 acteurs principaux qui ont été castés. On a Peter Claffey, qui est en fait un jeune comédien britannique, qui a fait quelques films, mais qui est surtout un ancien rugbyman de base, irlandais, et Dexter Sol Unseld, du coup qu'on a vu dans Hunger Games le dernier, où il joue le jeune Cornelius Snow, voilà. Et il a vraiment une tête de Oui, c'est un gamin. Ça. Ouais, mais il a une tête très spéciale. Hein. Enfin, c'est un Targaryen, c'est sûr. Enfin, il a les cheveux blonds. Oui, voilà, tu vois, il a vraiment la tête d'un Targaryen, donc je pense que c'est peut-être un Targaryen, faut voir. Dis, dans l'histoire, c'est un Targaryen. Oui, je crois. Donc voilà, donc on verra ce que ça donne. Et tu les vois les deux à côté. Il y en a un, il a 10 ans, et l'autre c'est une montagne. Donc je pense que ça peut être. Après, apparemment, la série elle a un ton plus léger. Donc voilà, il y a moyen d'avoir un truc assez drôle entre les deux, où t'as un tout petit. C'est un peu comme Arya et ah oui, je vois. Le limier, non? Ouais, oui, voilà, le limier en français. Et ouais, il y a ce truc-là, c'est ce jeu avec le fait qu'il y a une toute petite et quelqu'un de très grand et tout. Et voilà, ça peut être assez drôle, je pense, et assez original dans la série, un truc de se focus sur ces personnages-là, quoi. Clairement, et en tout cas, on a bien l'impression que vu que là, ils annoncent un cast, c'est que ça va pas tarder à tourner, c'est-à-dire peut-être fin d'année. Je pense en tout cas qu'ils vont clairement faire en sorte d'alterner une série Game of Thrones par an, parce que là, on va avoir House of Dragon bientôt. Et sûrement que celle-là, on l'aura l'année prochaine et qu'après, il y en aura une autre House of Dragon. Et je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'on ait chaque année une série dans l'univers de Game of Thrones, quoi. Oui, parce qu'on rappelle, il y a une série d'animation qui est prévue. Ah oui, et aussi, on a une série, la série qui se passe, je sais plus combien de temps avant House of Dragon, qui est aussi en développement, donc faut voir. Hein. Ah oui, c'est vrai, oui. Non, mais oui. Il y en aura peut-être au bout d'un moment, ça sera peut-être comme Star Wars, il y en aura peut-être 2 dans l'année. Ouais, ça se trouve, ouais. En parlant de Star Wars, on va chez Disney. Ouais, Disney, mais avant de parler de Star Wars et tout ça, Disney Plus va commencer à enlever le partage de password, de mot de passe en juin. Donc tous ceux qui partagent un mot de passe Disney Plus, qui profitent du Disney Plus de leurs copains, de leurs copines, de leur famille à distance, et c'est fini en juin, comme Netflix l'a fait. Donc voilà, pas merci Disney, hein, j'imagine. Ouais, mais après ça c'est aux États-Unis, nous on ne sait pas encore exactement la date, mais ça va sûrement pas tarder aussi. Ça va pas tarder. Et ouais, moi je passe mon compte à mon père, il pourra plus regarder. Voilà, désolé papa. En parlant de Disney, ils ont fait une mise à jour de toutes leurs dates de calendrier, voilà. Donc maintenant, on sait où se place le film Mandalorian et Grogu. Il va sortir en mai, donc le 22 mai 2026. On a ensuite Toy Story 5, qui lui va sortir le 19 juin 2026. On a le remake live de Moana, qui lui arrive le 10 juillet 2026. Et on a Tron Ares, donc le 3e film de la franchise Tron, lui qui sortira le 10 octobre 2025. Donc ce qui fait quand même un gros planning, quoi. Ouais, et que des idées originales en plus dans les films qui sortent. Oui, complètement. Non, oui, il y a un gros calendrier en 2026, enfin voilà, ils ont... Et là, on n'a pas cité les Marvel, hein. Ouais, ils ont 4 trucs en 2026 qui ne sont pas Marvel, donc en plus tu rajoutes tous les Marvel, ça va être fou. Et déjà en 2025, il y a beaucoup de Marvel qui sont prévus, il y a aussi Tron... là les prochaines années vont être costauds en termes de blockbuster du côté de Disney. Parce qu'en plus 2025 il y a Avatar aussi. Oui, il y a Avatar. Enfin là Disney, Warner, tout ça là ça va envoyer, parce que le DCU aussi arrive de l'autre côté. Enfin là je pense que tous les mois ça va sortir là. Ça va falloir être accroché. Clairement, parce que là en plus on parlait surtout en fait que ce soit Mandalorian, Grogu, Toy Story et Moana, c'est pour 2026. Et puis là on parle de mai, juin, juillet sur les 3 projets.
Donc il y a un gros film par mois, quoi. Et puis il y aurait aussi normalement un deuxième film Star Wars pour décembre. C'est vrai. Et ça peut s'enchaîner pas mal. Puis il y a Rogue Squadron, on sait pas quand il sort, mais qui rajoute. Ouais, ça je sais pas. Oui. Mais oui, comme je dis, les Marvel aussi à côté à placer. Donc s'il y en a 3 ou 4 par an, voilà quoi. Star Wars, donc on a des nouvelles de Dawn of the Jedi, donc c'est le nom de projet, on n'avait pas de nom à l'époque, mais maintenant c'est le nom du projet de James Mangold, donc c'est le film qui se passe 25 000 ans avant les films qu'on a vus, quoi, avant les films de Lucas. Et bien Dawn of the Jedi, on a un scénariste qui vient d'être annoncé sur le projet, donc qui va travailler avec James Mangold, c'est Paul Willimon, qui a travaillé notamment sur House of Cards et qui a travaillé aussi sur Andor, donc on est plutôt sur un bon scénariste là, sur le coup, qui donne plutôt envie. Donc on a sur ce projet, ça commence bien. J'ai envie de dire ça commence bien. On a des bonnes personnes derrière le projet qui sont plutôt douées. Donc moi j'ai quand même assez hâte de voir comment ça avance ce projet, de voir le casting, tout ça quoi. Ouais, ben moi c'est celui qui se présente le mieux des projets Star Wars, celui qui m'hype le plus. Je veux dire, le contexte déjà de sortir de la saga Skywalker me branche. James Mangold, j'aime plutôt bien son travail. Là, il y a possiblement un plutôt bon écrivain. Bon, c'est encore un écrivain de série, mais bon, allez, au moins c'est un bon. donc ouais, là pour l'instant, il y a des bons ingrédients pour donner un bon film. Ouais, je suis plutôt hypé. Maintenant, faut voir les premières images, tout ça, les castings, on verra. Mais c'est celui, en tout cas, qui avance le mieux, je trouve, des projets Star Wars, en tout cas. Ouais, et puis on se demandait, tu sais, si Mangold, il allait faire d'abord le Swamp Thing et tout. Bah là, il est parti pour faire le Star Wars, de ce que je comprends. Ouais, bah après, on sait pas, il peut faire les deux, mais c'est juste qu'on sait pas quand Swamp Thing va être tourné ou quoi, donc. Bon. Ouais, mais Swamp Thing, il n'y a pas d'update, tu vois. Là, il y a eu d'update, donc le projet avance, quoi. Ouais, mais tu vois, Swamp Thing, le truc, c'est que, vu le calendrier d'ici, je veux dire, les premiers films, c'est l'année prochaine, et s'il y en a que 2, après l'année d'après, il y en a encore 2, et ça se trouve, ça sera même pas Swamp Thing, donc, ça se trouve, ça sortira lointain après, quoi. Pour d'ici, c'est même pas sûr qu'il y en a 2 l'année prochaine, hein. Oui, mais je veux dire, ça commence, en tout cas, l'année prochaine, et voilà, on verra ce que ça donne, mais moi, peut-être Swamp Thing, ça sortira en 2027, 2028. Oui, 2028, oui, bien sûr, ouais. Oui, mais là, le Jedi, c'est pareil, ce serait 2027 minimum. Parce que le premier film qui arrive, c'est le Mandalorian et le Grogu en 2026. C'est ça. On va passer du côté de Marvel. Eh bien, Marvel, on a eu des infos sur Fantastic Four. On a eu du casting. Notamment Julia Garner, qui a été castée en tant que Shalla-Bal, qui est une version du Silver Surfer, voilà, dans un autre univers. C'est une version féminine du Silver Surfer, ce n'est pas Neromrad. Donc c'est pas le Silver Surfer que vous avez vu dans le film de la Fox, c'est un autre personnage. Ouais, parce que ça a pas mal gueulé, hein. Ça a pas mal gueulé. Ça a pas mal fait parler, mais oui, du coup c'est une autre version du surfeur d'argent. Ça va, calmez-vous, c'est pas grave. c'est pas. Et puis c'est comics accurate en plus, là sur le coup. Oui, c'est comics accurate. Voilà, les gens s'emballent, calmez-vous. Ça se trouve l'autre Silver Surfer existe aussi dans l'univers. C'est bon, c'est pas si grave quoi. Mais ça se trouve même il y aura les deux. Enfin bref. Moi je pense parce que Galactus c'est clairement ce serait bien le méchant du film. Et c'est ça, il a plusieurs envoyés. Voilà. Il n'a pas qu'un envoyé, ça s'appelle les héros de Galactus. Héros avec R-A-U-T, quoi. Et R-A-U-L-T, je crois. Et ouais, il en a plusieurs, quoi. Donc il peut y avoir plusieurs surfeurs d'argent, en fait. Et donc pour Galactus, personne n'a été casté pour le rôle. Il y avait des rumeurs, mais au final, rien du tout pour le moment. Il y aurait aussi dans le film les enfants. Donc Franklin et Valeria. Donc les enfants de Susan Storm et de Red Richards, qui sont très importants dans le run de Hickman. Donc c'est les comics qui mènent à Secret Wars de chez Marvel, donc c'est pas étonnant qu'ils soient là. En tout cas, je vois qu'est-ce qu'ils vont adapter. Et ils disent il se dit aussi que l'équipe des 4 Fantastiques serait déjà une équipe très connue dans l'univers, serait déjà des célébrités en gros, quoi. Ouais, après Galactus, il voulait Javier Bardem potentiellement, il me semble. Ouais, il y avait ça en tant qu'acteur. Et ça va donner une dynamique un peu familiale, je pense, avec les enfants et tout. Donc à voir ce que ça donne. Famille, ouais. Mais je crois que le Franklin Richard, donc le fils, il est lié à Galactus, il y a une histoire comme ça. Donc à voir. Et sinon, Daredevil Born Again, il a fini son tournage. On a vu des photos du Punisher, de John Bernthal en Punisher, tout ça faisait plaisir. Et ils ont repris aussi, on a vu qu'ils ont repris l'actrice de Vanessa, alors qu'il avait recasté. Et sur le coup, ils l'ont repris. Donc peut-être que l'actrice qui avait été choisie pour recaster, elle est
elle serait partie du projet, quoi. En tout cas, on n'a pas de nouvelles. Elle a notamment supprimé son post Instagram où elle annonçait son cast. En tout cas, on a vu des photos de tournage avec l'ancienne actrice, celle qui est dans les séries Netflix. Donc, il y a clairement, parce dont on a parlé plusieurs fois, le fait qu'ils font une suite directe à la série Netflix, alors qu'à la base, le projet, c'était pas ça, quoi. Ouais, enfin fini, et peut-être potentiellement fin d'année ou début d'année prochaine. Enfin non, début d'année prochaine plutôt, je pense. Je pense, parce qu'il y a Agatha, il y a une série Star Wars, il y a Skeleton Crew. Ouais, après, c'est possible, hein, si c'est tourné là. Hein, c'est pas un truc qu'il faut beaucoup de fixes, mais ouais, je sais pas. Oui, mais après, oui, c'est vrai qu'ils peuvent changer leur calendrier. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. En tout cas, ils vont la couper en deux. Ça, on l'avait dit oui. Il y a quelques semaines. Voilà, Ista. Ouais. Il a coupé en 2 fois 9. Voilà. 2 fois 9 épisodes, c'est ça. Et on n'a pas de news what the fuck cette semaine. Et du coup, on va aller à la chronique box office, Ista. Qu'est-ce qui se pa+, sur Disney+, là, en ce moment? Disney+, il y a Wish qui est arrivé, donc le film d'animation Walt Disney Animation. Le dernier qui est sorti l'hiver dernier pour Noël, eh bien il fait un carton. Il a fait 13,2 millions de vues en 5 jours sur Disney+. Ça fait le 3e film le plus streamé juste derrière Encanto et Frozen 2. Donc voilà, Reine des Neiges reste toujours à contester, mais quand même quoi, il est beaucoup vu. Voilà, je pense il y a beaucoup de parents qui le mettent en fond pour leurs enfants. Tiens, regarde un film et puis voilà. Ouais, c'est un peu ça, on en avait parlé de ce phénomène, c'est que les films d'animation ils cartonnent quand ils sortent sur les plateformes. Et on a eu un tracking pour Godzilla X Kong de New Empire qui vient de sortir. Et il devrait faire entre 550 et 600 millions au final dans le monde. Pour un budget de 135 millions, c'est extrêmement rentable. On aura la suite très rapidement. Oui, ça va aller vite. Hein. Ça va aller très vite. On s'envole aux États-Unis. Ista, on va vous donner le top 5 box-office des États-Unis. On a eu une grosse chute par rapport au week-end dernier en termes de recettes. Aux États-Unis, on était à 137 millions la semaine dernière. Là, on est à 85 millions, donc ça a bien chuté. Dune, partie 2, est sortie du top 5, enfin, après pour sa 6e semaine. Il continue à engranger, mais il est parti. Il est là, à la 5e place, on retrouve Kung Fu Panda 4, qui a rapporté 7,7 millions de dollars cette semaine, pour un total de 165 millions aux États-Unis et un total de 410 millions dans le monde. La 4e, on a, donc ça c'est sa première semaine, c'est La Malédiction, l'origine, First Omen en VO, qui a fait lui 8,3 millions de dollars pour sa première semaine. Au mondial, il a fait 18 millions, donc je crois que c'est pas trop dégueu. Hein. Ouais, après j'avais vu qu'il avait coûté entre 20 et 30 millions quand même. Ah, quand même, ouais. Je pense que ça va se rembourser pour le coup. C'est pas le meilleur démarrage pour un film d'horreur, mais il est quand même devant Kung Fu Panda et Dune et tout, donc ouais, je pense qu'il va finir par se rembourser. Ensuite, à la 3e place, on retrouve SOS Fantôme, la menace de glace, qui perd 42% cette semaine, et donc il a rapporté 9 millions en termes de recettes cette semaine, pour un cumul à 88 millions et un total à 138 millions dans le monde. Pour un budget de 100 millions, c'est malheureusement pas énormément, pas fou, hein. il va sûrement pas se rembourser. Pas être rentable, je pense. Ouais, et donc enfin libéré de cette licence. On vous en parle la semaine prochaine d'ailleurs. Sony, ils ont eu Animal Matthew qui a bien fonctionné. Par contre, les gros blockbusters là qu'ils ont fait, ça prend pas trop. Hein. Madame Web et SOS Fantôme, c'est pas ouf. En 2e, on a Monkey Man, donc le film de Dev Patel, qui vient d'arriver pour sa première semaine. Il fait 10 millions au box-office domestique et sur mondial, il est à 13,4 millions de dollars. Pour un budget de 10 millions, lui, c'est bon, il va être rentable et tout ça. Lui, ça prend plutôt pas mal. Ouais, après il a pas coûté très cher, mais oui, là, ça cartonne. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont assez enthousiastes sur le film, et il sort la semaine prochaine, donc à voir. Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, toujours premier, mais qui a fait une chute quand même de 61%. Bon, c'est assez normal pour un blockbuster, mais bon, voilà. Et donc il a rapporté 31 millions en termes de recettes cette semaine, pour un cumul à 134 millions de dollars aux États-Unis. Et un total dans le monde à 362 millions pour un budget de 135 millions. Donc voilà, il est tranquille. On a dit que le film ferait presque 600 millions potentiellement. Donc voilà, c'est une grosse réussite. On passe du côté du cinéma, du box-office de France. Alors le 5e, c'est Dune partie 2 pour sa 6e semaine. Alors lui, il a perdu 3 places et il en a fait 143 000 pour cette semaine. Et ça fait qu'il est à 3,8 millions
d'entrée, il va pas tarder à passer les 4 millions. Ouais, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Il a annoncé pour finir à 4,2 ou entre 4,2 et 4,4 millions. Donc ouais, voilà, un des plus gros succès de cette année. Ensuite, en top 4, on a une comédie française qui fait son entrée cette nouvelle semaine. C'est Et plus si affinité qui fait 149 000 entrées pour sa première semaine. Vu le film comment il est, ça me paraît pas si foufou pour une comédie française. Ouais, je crois pas que ce soit incroyable, effectivement. En troisième, on a Ducobu Passe au vert, le 5e film, il me semble, hein, de la franchise Ducobu. Ouais, j'ai arrêté de compter. Hein. Et qui a fait 231 000 entrées, et je t'avoue que je sais pas si c'est bien ou pas, je ne sais pas. Ouais, bah c'est le plus faible démarrage pour un film Ducobu. Mais après, la saga Ducobu fait que baisser au box-office à chaque apparition. Mais oui, il fait moitié moins que je crois le deuxième Ducobu en première semaine, donc ouais, c'est de moins en moins sollicité ce genre de comédie là. S'ils veulent faire un carton, ils ont qu'à faire Ducobu No Home avec tous les acteurs de Ducobu, et voilà. C'est vrai, faut le multivers de Ducobu. Ensuite, en numéro 2, on a Kung Fu Panda 4 qui perd sa première place pour sa deuxième semaine et qui atteint 334 000 entrées pour cette semaine, pour un total de 1,1 million d'entrées en France, donc ouais. Déjà plutôt un gros carton, même s'il a une grosse chute quand même. Mais il a passé le million d'entrées assez facilement. Quoi. Et en premier, on a Godzilla X Kong, le Nouvel Empire, qui a fait 442 000 entrées. Moi, j'ai l'impression que c'est pas énorme. Ouais, c'est un petit démarrage pour Godzilla X Kong, puisque je crois que c'est le plus faible démarrage pour un film King Kong et le deuxième plus faible pour un film de la franchise Godzilla en France. Donc ouais, c'est pas terrible pour le coup, alors qu'il cartonne aux États-Unis. Mais de toute façon, c'est un truc qui cartonne surtout aux États-Unis, on va pas se mentir, ce genre de truc. Aux États-Unis et peut-être au Japon, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose de très culturel, je pense quand même. En tout cas pour Kong aux États-Unis, clairement. Et voilà, on a fini pour cette semaine, Ista. Je crois bien que oui. je crois bien que oui aussi. Et on va se quitter et on va vous souhaiter une bonne semaine, une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, à vous abonner à notre podcast sur votre plateforme, à laisser le petit pouce en l'air, les 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine prochaine, Ista. Yes, on va parler de Fantôme. Ouais, ça fait peur. Littéralement, le film, ça fait peur. Allez, salut. Salut.